Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler évidemment de l'Iran, nous allons parler de Gaza, nous allons parler de la Trumpisation du monde mais aussi de la France avec la chasse aux étrangers qui a été organisée par Retailleau, avec aussi la loi simplification, la loi énergie des Grémillés et on va parler de l'émission sur France 2 « Sommes-nous tous racistes ?» Générique. Alors, je commence évidemment par la situation au Proche-Orient sur lequel il y a un risque de guerre généralisé par le fait que Netanyahou, après avoir continué et toujours continué le génocide à Gaza, continué une politique de colonisation meurtrière en Cisjordanie, bombardé le Liban, bombardé la Syrie, bombarde depuis une semaine l'Iran. C'est assez stupéfiant de voir ce qui en est dit politiquement et médiatiquement dans notre pays. Il est expliqué qu'il faudrait quasiment remercier Israël et Netanyahou pour une action qui, je le rappelle, est illégale au vu du droit international. En droit international, il y a des faits. Et dans les faits, Israël est l'agresseur et l'Iran est agressé. Je le dis parce que on est en train d'utiliser la même rhétorique qu'on avait déjà entendue en 2003 pour expliquer que ce serait de la légitime défense préventive et la position de la France sur cette question est délirante. C'est la première fois que la diplomatie française explique qu'il y a un droit à se défendre alors que ce qui est utilisé est un prétexte. Comme en 2003 sur l'Irak, il avait été utilisé le fait que l'Irak détiendrait des armes de destruction massive, ce qui était un mensonge et absolument faux pour justifier une action illégale de la part des États-Unis, auquel la France à l'époque, et c'était notre honneur, avait refusé de participer, eh bien aujourd'hui, il est expliqué que l'Iran aurait la bombe nucléaire et que donc il faudrait, face à un danger immédiat, se défendre de la part d'Israël. Tout cela est absolument faux. Et toutes les agences de renseignement, y compris la CIA elle-même, expliquent qu'il n'y a pas de militarisation du nucléaire en Iran et que l'Iran n'a pas en sa possession d'armes nucléaires. Donc, il y a un prétexte qui est utilisé pour justifier une action qui, au vu du droit international, est une action illégale. Ensuite, quel est le deuxième prétexte qui est utilisé pour justifier cette violation du droit international? On explique qu'il faudrait renverser le régime iranien et même lorsque vous protestez contre une action illégale, que vous seriez du côté du régime iranien, ce qu'on nous a encore répondu mardi dernier alors qu'on posait une question au gouvernement sur le fait que la France ne réagissait pas à la hauteur et pire que ça, avait proposé par la voix du président de la République d'aller aider Israël à se défendre, je cite les mots qui avaient été utilisés. Donc on nous explique, comme en 2003, que c'est un changement de régime qui serait visé par les bombardements qui sont faits aujourd'hui par Netanyahou. Je le rappelle parce que par exemple, si je prends quelqu'un comme Gérard Araud qui est l'ancien ambassadeur de France en Israël, mais aussi ambassadeur de France aux États-Unis, qui n'est pas du tout sur la ligne politique des insoumis. Je le dis pour montrer que ceux qui suivent le droit international comprennent ce qui est en train de se passer. Non seulement il dit que c'est une violation du droit international, mais il dit aussi le raisonnement selon lequel le régime iranien serait atroce, abominable, c'est celui qui a été tenu contre l'ancien président irakien Saddam Hussein en 2003. Il était abominable, donc il fallait le renverser, donc on n'en avait rien à faire du droit international. Ça a coûté 1 million de morts en Irak et l'Irak est toujours déstabilisé. Et je rappelle que c'est à partir de cette déstabilisation est né notamment Daesh. Donc, nous devons apprendre de ce qui s'est passé. Ceux qui essayent de justifier une opération illégale en disant que c'est ce qui va permettre de renverser le régime iranien se moquent du monde, parce que c'est d'abord les peuples qui permettent de changer les régimes. Et ceux qui ne cessaient de crier « femme, vie, liberté », comme nous le faisions aux côtés des Iraniens et des Iraniennes notamment, qui après le meurtre de Mahsa Amini manifestaient partout en aide au peuple iranien qui luttait pour sa liberté et pour la démocratie. Eh bien, sont étrangement silencieux aujourd'hui, comme si cela permettait de libérer les femmes iraniennes que de leur mettre des bombes sur la tête. Comme si le peuple iranien avait demandé à ce qu'on bombarde leur propre peuple, avec plus de 90% des victimes qui sont des civils, pour pouvoir changer de régime. Tout cela n'a aucun sens. Moi, je marraine, par exemple, un citoyen iranien qui est aujourd'hui condamné à mort par le régime iranien. Et nous l'avons fait en nombre dans le groupe Insoumis pour tenter de mettre des projecteurs sur ce qui se passait en Iran et pour tenter de protéger ces personnes-là des peines de mort où l'Iran est un des pays au monde où on exécute le plus. Mais
le droit international, ce n'est pas selon si on aime les pays ou si on ne les aime pas. Le droit international doit valoir pour tous, sinon ça ne veut plus rien dire. Et donc, je le répète, en droit international, Israël est l'agresseur et l'Iran est agressé et la France aurait dû condamner cette violation du droit international qui nous mène vers une escalade dont on ne sait pas où est-ce qu'elle peut s'arrêter. Vous avez vu que des hôpitaux sont bombardés, que des civils sont en train de mourir. Il faut arriver à une désescalade et à un cessez-le-feu. Et cela commence par mettre fin à l'impunité de Netanyahou. Pourquoi Netanyahou est-il en train de faire ça? D'abord parce que des négociations allaient reprendre justement sur la non-prolifération nucléaire avec les États-Unis. Ils ont commencé à bombarder dans la nuit du jeudi au vendredi et les négociations, une nouvelle étape de négociation était prévue pour le dimanche et que ce que nous sommes en train de vivre est d'abord à la cause de la dénonciation unilatérale en 2018, quand Trump était déjà au pouvoir, son premier mandat, par la dénonciation unilatérale des États-Unis de l'accord sur le nucléaire qu'ils avaient avec l'Iran, qui était scrupuleusement respecté par l'Iran, et ça c'est l'AIEA qui le dit. Donc il y avait des négociations et donc le calendrier n'est pas anodin des bombardements. Mais surtout, peut-être que ça vous a échappé, mais la semaine dernière, Netanyahou a échappé à une motion de censure à une seule voix. Et donc, le fait de continuer une guerre sans limite est une manière pour lui de se maintenir au pouvoir. Et je continue, évidemment, cela a tout à voir avec le fait qu'il essaye de détourner les yeux du génocide toujours en cours à Gaza et des crimes contre l'humanité qu'il y commet. Alors que maintenant, tous les jours, nous avons un nombre de Palestiniens qui se font tuer en allant juste aux distributions alimentaires pour essayer d'échapper à la famine qui est utilisée comme arme de guerre. Et que cette distribution alimentaire, sur laquelle les associations et les organismes internationaux ont été éjectés de la bande de Gaza et qui se fait désormais sous tutelle à la fois d'Israël et des États-Unis, se termine constamment de la même manière avec les images que vous avez déjà dû voir, avec des gens qui se font tirer dessus alors qu'ils viennent juste faire en sorte de pouvoir nourrir leur famille. Donc, les Palestiniens ont maintenant le choix entre mourir de famine ou mourir sous les balles ou par un drone lors des distributions alimentaires, ce qui rend la situation explosive. Et je veux dire sur Gaza que nous ne détournerons pas le regard de Gaza et qu'il faut que chacun et chacune se réveille dans ce pays et dans le monde pour dire il faut arrêter Netanyahou. Parce que si nous ne l'arrêtons pas, il n'y aura pas de limite à ce qu'il est capable de faire. Et la France a une immense responsabilité dans le fait que Netanyahou se retrouve dans une impunité totale, au point qu'il peut frapper l'Iran sans que rien ne se passe. On se demande même si Trump ne va pas lui aussi rentrer dans la guerre, ce qui serait une catastrophe dans la catastrophe, et qui rendrait la guerre cette fois-ci complètement généralisée, qui pourrait entraîner là aussi d'autres puissances qui rentreraient dedans. Donc, ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Et quand je dis que la France a une responsabilité, lorsque la France, par exemple, n'a pas un mot de condamnation, quand un État qui a à sa tête un homme poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale arrête illégalement la flottille de la liberté avec 6 de nos compatriotes dans des eaux internationales de manière illégale, les détient ensuite pendant plusieurs jours, là aussi, dans des geôles israéliennes de manière illégale, et que la France n'a pas un mot de condamnation, alors la France participe et même devient complice des violations du droit international que commet Netanyahou. Et donc, elle le laisse faire ce qu'elle veut. Quand Emmanuel Macron décide d'annuler la conférence qui devait avoir lieu cette semaine, où il devait reconnaître l'État de Palestine, vous savez, cette conférence qui devait être organisée à New York, donc sous l'égide de l'ONU, en lien avec l'Arabie Saoudite, et qui a été annulée. Eh bien, c'est une nouvelle humiliation de notre pays que Emmanuel Macron, de nouveau, recule sur cette question. Et nous le disons, il n'y a pas besoin d'avoir une conférence pour reconnaître l'État de Palestine. L'État de Palestine peut être reconnu immédiatement et unilatéralement. Oui, la France a une responsabilité immense quand, comme des associations et des collectifs l'ont montré, elle continue de livrer des flux continus d'armes vers Netanyahou et vers Israël. Quand elle refuse d'avoir des sanctions contre Netanyahou. Je rappelle, par exemple, contre la Russie et Poutine, il y a eu 17 trains de sanctions qui ont été pris. Aujourd'hui, après 20 mois de génocide, il y a 0 sanction prise contre Netanyahou. Et évidemment, quand la France refuse d'agir pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Donc, je le redis fortement, il faut apprendre de ce qui s'est passé en Irak. Il faut apprendre de ce qui s'est passé en Libye et refuser à tout va de participer à cette guerre de violation internationale qui est en train de faire Netanyahou. Et il faut arrêter Netanyahou dans son impunité totale. Voilà l'enjeu qui est devant nous et nous sommes très inquiets.
quand nous voyons que ça fait maintenant plusieurs mois, plus d'un an, qu'Emmanuel Macron tergiverse pour reconnaître l'État de Palestine, qui serait un symbole puissant pour réaffirmer que la France est du côté du droit international, du côté des résolutions de l'ONU sur le fait d'avoir 2 États sur les frontières de 67, et que par contre Emmanuel Macron met un jour seulement pour dire que la France pourrait être aux côtés d'Israël pour se défendre alors qu'Israël est en train de mener une guerre d'agression. Et je rappelle quelque chose de fondamental. Un président de la République tout seul n'a pas le droit de nous entraîner dans une guerre sans qu'il y ait des discussions, sans qu'il y ait un vote. Et nous avons demandé au groupe parlementaire qu'il y ait un débat au titre de l'article 50-1 de la Constitution, un débat et un vote. Donc c'est notre prérogative de la demander au gouvernement. Et lorsque nous l'avons fait la semaine dernière, quand il y a eu les premières frappes, et lorsque j'ai demandé mardi au ministre en charge des liens avec le Parlement si ce débat et ce vote allaient avoir lieu sur la stratégie de la France, alors qu'Emmanuel Macron envoie des signaux extrêmement inquiétants sur le fait qu'il voudrait nous entraîner dans la guerre de l'extrême droite israélienne, eh bien la réponse du ministre a été de dire « le Premier ministre va vous répondre aujourd'hui ». Ça, c'était mardi, je l'ai rappelé mercredi, il m'a dit « il va vous répondre demain, après le Conseil de défense ». Jeudi, nous n'avons toujours rien eu, et au moment où nous tournons à ce moment-là, il est vendredi, et nous n'avons toujours eu aucune réponse, si ce n'est que le président de la République a dit qu'il était favorable à un débat, alors que c'est la prérogative du gouvernement, ce qui est probablement l'exemple même de la Ve République, où le président de la République prend même les prérogatives du gouvernement. En tout cas, nous voulons une réponse avec un débat, mais surtout un vote pour que l'Assemblée nationale s'exprime sur un sujet qui est un sujet d'inquiétude international sur ce qui va se passer pour la suite. Et je le répète, c'était l'honneur de la France de ne pas participer à la guerre de 2003 qui a causé tant de souffrances et sur lequel l'Irak est toujours déstabilisé. La France ne doit pas participer et doit tout faire pour pouvoir arrêter Netanyahou, notamment en demandant une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion en urgence de l'Assemblée générale des Nations unies, mais nous ne devons pas laisser faire ce qui peut déstabiliser l'ensemble de la région. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être du côté du régime iranien. La question n'est pas celle-ci. Il s'agit de savoir si la France se positionne du côté de la guerre totale ou du côté de la paix. Et nous avons fait notre choix sur cette question. Donc, il faut évidemment continuer la pression et surtout continuer à parler de Gaza, puisque un des objectifs de Netanyahou est évidemment de nous détourner du génocide qui continue. Et cette semaine, nous nous sommes beaucoup battus contre le fait qu'au Bourget, vous savez, ce salon qui a lieu tous les 2 ans, auquel nous nous rendons à chaque fois, qui est un salon de la défense et de l'aérospatiale, qu'il n'y ait pas d'exposants israéliens qui puissent être là alors qu'Israël commet un génocide avec Netanyahou poursuivi par un mandat de la Cour pénale internationale. Le gouvernement français n'a pas voulu répondre à cette demande. Il a décidé seulement de fermer 5 stands israéliens parce que c'était des armes offensives. Alors, la distinction entre armes offensives et armes défensives est extrêmement dure à apprécier. Donc, ils ont décidé de fermer seulement 5 stands, laissant plusieurs stands israéliens, dont celui du ministère israélien qui se trouvait dans le salon lui-même. Avec le groupe parlementaire, nous avons décidé que, contrairement à toutes les autres années où nous allions discuter avec les industriels, de ne pas nous rendre à ce salon parce que nous ne voulions pas cautionner d'une quelconque manière le fait que les génocidaires de l'extrême droite israélienne puissent se trouver dans ce salon. Et donc, nous avons décidé d'aller voir les industriels de d'autres manières que dans le salon, mais de ne pas cautionner ce moment-là. Et c'est encore une fois un nouvel abaissement de la France que d'avoir refusé d'interdire l'ensemble de ces stands, notamment le ministère israélien, d'être dans ce salon. Alors si je continue sur ce qui rabougrit notre pays, nous voyons une trompisation, je le disais, dans le monde, mais aussi dans notre pays. Et c'est ce qu'a fait Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui ne cesse de s'illustrer par les pires politiques qu'il mène, avec une chasse aux personnes exilées qui a été organisée ce mercredi et ce jeudi, avec 4000 forces de l'ordre, gendarmes, policiers, douaniers et forces sentinelles qui ont été mobilisées dans les gares, aux frontières, dans les bus pour arrêter le plus possible d'étrangers et tenter d'exécuter des obligations de quitter le territoire par ce biais-là. Alors ça correspond à ce que Retailleau fait depuis plusieurs mois, depuis son arrivée
au ministère avec donc la limitation très forte de l'aide médicale d'État, la mise en place du délit de séjour irrégulier, la traque donc des personnes sans papier, stigmatisation des musulmans. Voilà comment nous avons un ministre qui ne cesse de chasser sur les terres d'extrême droite. Et je dois dire que cette traque qui a été organisée nous rappelle les heures les plus sombres de notre pays, mais rappelle aussi exactement ce qu'est en train de faire Trump, dont je vous avais déjà parlé, avec des mobilisations citoyennes absolument incroyable de gens qui refusent qu'on arrête leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, bref, qui se mobilisent contre les expulsions forcées qui sont faites aux États-Unis. Bruno Retailleau fait exactement la même chose en France, sans que beaucoup de voix s'élèvent sur ce qui est pourtant une action raciste, et évidemment au faciès, parce que je ne sais pas sinon comment, dans une gare, vous pouvez savoir qui est-ce que vous devez contrôler et ne pas contrôler. Donc évidemment que ce sont des opérations avec un racisme crasse. Et je le dis avec d'autant plus de gravité que nous avons un ministre de l'Intérieur qui a crié à bas le voile devant des milliers de personnes et que depuis qu'il a crié à bas le voile, il y a au moins 3 femmes qui ont été agressées alors qu'elles portaient le voile et c'est directement issu justement du fait que nous avons des responsables politiques qui, parlant comme l'extrême droite, ne cessent de légitimer la violence contre les personnes de confession musulmane dans ce pays ou ceux qui sont perçus comme noirs ou arabes. Cela doit cesser. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer et nous devons nous tenir bon parce qu'il s'agit là de l'unité du peuple de France. Nous avons un défi devant nous face à un gouvernement, à une extrême droite qui est de plus en plus violente, une extrême droite qui tue de Jamel Benjabala à Aboubacar Cissé jusqu'à Hichem Miraoui. Il faut là aussi tenir bon à tout va pour dire nous refuserons à tout moment contrer les gens selon leur couleur de peau, leur religion ou leur orientation sexuelle. Ce qui est en train de se passer dans le pays doit être dénoncé et toutes les voix doivent s'élever pour dire nous refusons de nous entre-haïr parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui et évidemment nous ne lâcherons pas le gouvernement sur cette chasse aux étrangers qui a été faite et qui est là encore la honte de notre pays. Alors cette trumpisation, on ne la voit pas seulement dans les actions et les paroles racistes qui sont prononcées par ce gouvernement. On le voit de plus en plus à l'Assemblée nationale. Alors mardi, on avait par exemple la loi dite simplification qui est arrivée à l'Assemblée nationale au vote final. Donc vous savez, on vous avait déjà raconté comment la Macronie est en train de détruire la démocratie. Je reprends comment est-ce qu'ils font. D'abord, ils font non plus des projets de loi, c'est-à-dire des lois déposées par le gouvernement, mais des propositions de loi qui sont déposées systématiquement par des sénateurs. Donc, ils s'appuient sur la majorité de droite sénatoriale pour faire passer des lois. Donc, c'est un sénateur qui officiellement propose la loi. La loi simplification, c'est exactement ça. À chaque fois, ça permet, quand c'est un parlementaire qui la propose, de ne pas avoir d'étude d'impact. Donc, c'est bien pratique pour eux. Derrière, ensuite, lorsque ça arrive à l'Assemblée, soit ils votent directement une motion de rejet, ce qui fait que l'Assemblée nationale n'examinent pas la loi, donc ils votent contre leur propre texte, pour qu'ensuite tout se passe dans un huis clos d'une commission mixte paritaire avec seulement 7 députés et 7 sénateurs, et comme ça, personne ne voit ce qui est fait, et il y a un vote final à l'Assemblée, et c'est fini. Voilà la manière dont ça se fait. Cette fois-ci, sur simplification, ils ont fait un peu différemment. Il y a eu l'examen de la loi, évidemment les macronistes ne siègent absolument plus, et donc ils ont décidé à la fin de voter contre le texte simplification. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte simplification? Pourquoi je dis que c'est une loi Trump ou une loi Milei, vous savez, le président argentin qui se présentait partout avec sa tronçonneuse pour dire qu'il fallait couper dans tous les services publics du pays? Eh bien, dans cette loi, vous avez un affaiblissement du droit des salariés, un affaiblissement du droit environnemental, une accélération des projets industriels, et puis des dizaines et des dizaines d'agences qui sont supprimées à tout va, comme ça se fait d'ailleurs aux États-Unis. Donc là, ils avaient décidé, c'est Gabriel Attal qui l'avait annoncé, le président du groupe macroniste, qui avait annoncé qu'il voterait contre la loi pour, là aussi, se baser uniquement sur le texte du Sénat pour la commission mixte paritaire et faire ainsi que l'Assemblée nationale soit une nouvelle fois piétinée, puisqu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée et donc ils préfèrent s'appuyer sur le Sénat. Eh bien, que s'est-il passé? La loi a quand même été adoptée. Nous avons voté contre, nous avons été contre tout le long de la loi. Mais eux, ils ont donc voté contre leur propre texte, sauf que certains du groupe de Gabriel Attal n'ont pas écouté et ont quand même voté pour. Le MoDem, qui fait pourtant partie de la majorité, a voté pour.
La droite a voté pour et l'extrême droite a voté pour. Et donc, ils se sont fait prendre à leur propre jeu et la loi a donc été adoptée. Elle va continuer en commission mixte paritaire. Et voilà comment il y a une fracture immense dans la Macronie actuellement, puisque juste après le vote, la ministre a pris la parole contre le président de son groupe pour se féliciter que la loi ait été adoptée. Tout ça peut paraître un peu compliqué, mais ce que je voulais vous dire, c'est que non seulement ils font des lois trumpistes, mais en plus de cela, ils sont en train de bafouer l'Assemblée nationale et de décider qu'aujourd'hui, le Sénat est le frein de la démocratie et que finalement, être un sénateur, c'est celui qui permet de continuer les pires politiques néolibérales. Être un sénateur, c'est ceux qui permettent de bafouer la démocratie et donc le vote de juin et de juillet dernier qui nous a déjà été volé. Et on se retrouve maintenant à avoir des textes sur lesquels nous sommes extrêmement présents, les fascistes sont extrêmement présents et les macronistes ne sont juste plus là en jouant sur des procédures pour essayer de faire en sorte de magouiller ensuite pour avoir des lois qui leur conviennent, évidemment toujours en lien avec l'extrême droite. Et donc ça va venir à la deuxième loi dont je voulais parler, qui a été examinée cette semaine, c'est la loi dite Grémillet, donc la loi énergie. Là encore, c'est donc un sénateur qui a déposé une loi, alors que normalement la France est dans l'obligation depuis 2023 de proposer une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire un plan sur ce qu'on va faire sur les 10 prochaines années en France sur la question énergétique, qui est une question primordiale pour les gens, notamment parce que les prix ont explosé. Nous avons donc eu une discussion et un examen de cette loi, et à chaque fois, les peu de macronistes qui étaient là s'alliaient avec l'extrême droite, et il y a même eu un amendement de la droite qui a été passé, donc des LR qui sont censés être dans le camp présidentiel, avec l'aide du Rassemblement national, profitant de l'absence des macronistes, pour faire voter un amendement qui met un moratoire total sur l'ensemble des énergies renouvelables. Ce qui est évidemment une catastrophe pour des centaines de milliers d'emplois dans ce pays et une catastrophe aussi pour les objectifs climatiques que doit se donner la France et que la France est le seul pays en Europe à ne pas respecter et à être le plus loin des objectifs qu'elle s'est donnés. Donc c'est un naufrage total du gouvernement et de la Macronie qui s'est joué dans ce texte énergie. Et ça aura des conséquences puisqu'il refuse de s'attaquer au marché qui ne cesse d'augmenter les prix des factures d'électricité que payent les Français. Mais en plus de ça, en actant un tout nucléaire qui est une folie absolue. Vous savez, moi je dis souvent que c'est drôle qu'ils aient choisi de s'appeler les macronistes EPR, Ensemble pour la République, parce que l'EPR, c'est quand même le plus grand fiasco français. Ils veulent la construire 14 nouveaux EPR. Alors après, le RN, alors eux, ils sont comme Trump, quoi. Ils veulent aussi qu'on exploite les gaz de schiste. Eux, ils veulent mettre encore plus d'EPR, donc c'est réacteurs nucléaires nouvelle génération. Ils veulent qu'on noie des vallées pour faire des barrages, etc. Bon, bref, évidemment qu'on exploite beaucoup d'énergie fossile. Mais l'EPR, quand même, pour vous dire, il y a un seul EPR en France qui s'appelle l'EPR de Flamanville, qui au départ devait coûter 3,3 milliards. Il coûtera au moins 20 milliards selon la Cour des comptes, qui devait être mis en service en 2012 et qui vient tout juste d'être mis en service, puis arrêté, puis relancé, puis arrêté. Et je vous lis juste ce qui s'est passé sur l'EPR pour que vous compreniez le désastre que c'est de ce qu'il prépare pour la suite. Mai 2008, des fissures détectées dans les fondations de l'EPR. Novembre 2009, la sûreté du réacteur remise en cause pour le manque d'indépendance des systèmes de contrôle et de commande de l'EPR. Août 2011, des piliers en béton percés comme du gruyère, murs endommagés de la piscine. Février 2012, un électricien découvre des pièces défectueuses. Avril 2015, la cuve du réacteur n'est pas conforme, c'est ce qu'on a appelé le scandale Creusoforge. Juillet 2018, 150 soudures sont défaillantes. Décembre 2020, les plans de l'EPR fuitent dans la nature avec des données ultra confidentielles et personne ne s'en émeut au gouvernement. Donc les plans sont quelque part. Le mur de la piscine aussi endommagé. Janvier 2021, Bouygues condamné en cassation pour fraude au travail détaché sur l'EPR avec 460 salariés détachés polonais et roumains sur le chantier de Flamanville entre 2008 et 2012 et on pourrait continuer encore longtemps. Voilà le désastre de l'EPR. Eh bien, qu'est-ce qu'il décide? D'en faire 14 en plus. Et à chaque fois, évidemment, que vous mettez beaucoup d'argent dans le nucléaire, c'est autant d'argent qui n'est pas mis dans le développement des énergies renouvelables qui sont pourtant les seules qui nous permettent d'être indépendants et souverains sur la question énergétique, qui sont résilientes au dérèglement climatique. Je rappelle que, par exemple, le nucléaire, il faut refroidir les réacteurs nucléaires et que chaque été, des réacteurs nucléaires doivent être arrêtés car le débit des fleuves est trop bas. Et surtout, les énergies renouvelables ne produisent pas les déchets que produisent l'énergie nucléaire avec ce projet sur lequel on s'oppose, qui est le projet CIGEO à Bure, où ils veulent enfouir pour 100 000 ans des déchets radioactifs, ce qui est évidemment une folie.
Tout ça pour vous dire que ce qui est en train de se passer dans la société ressemble à une Trumpisation qui est absolument insupportable. Et donc, il va falloir tenir bon. Tenir bon, c'est tenir les principes à chaque instant, celle du droit international lorsque nous parlons de ce qui se passe au Proche-Orient, celle des droits fondamentaux des personnes lorsque nous refusons qu'il y ait des chasses aux étrangers, et celle aussi de dire que nous voulons de la démocratie, parce que là encore, si on parle par exemple d'énergie, personne n'a jamais décidé que la France serait le pays le plus nucléarisé au monde. Et donc, nous devons à chaque fois réaffirmer qu'il est possible de faire tout autrement dans ce pays, que nous avons la force de tout changer. Et je le dis d'autant plus que je reviens de Martinique, où nous avons fait les assises populaires contre la vie chère, où il y avait lors du meeting de conclusion de toutes les propositions qui ont été faites. Et il y avait entre l'intérieur et l'extérieur entre 1100 et 1200 personnes, ce qui est vraiment un énorme meeting que nous avons fait aux côtés des députés martiniquais Jean-Philippe Nildor et Marcelin Nadeau, mais aussi aux côtés du RPRAC qui a mené le grand mouvement populaire contre la vie chère, et que toutes les propositions que nous avons eues dans ces assises vont nous permettre justement de nourrir notre travail parlementaire et de montrer que la politique, c'est notre affaire à toutes et à tous, et que si le peuple se mêle de la politique, alors on peut évidemment tout changer dans ce pays, et on peut même gagner. C'est ce qu'on a montré en juin et en juillet dernier, alors que 27 sondages sur 27, tous sans aucune exception, donnaient l'extrême droite en tête, et que c'est les habitants des Outre-mer, des quartiers populaires, la jeunesse de ce pays, mais aussi les militants associatifs, syndicaux et politiques qui ont permis de sauver la République face à l'extrême droite et de nous faire gagner. Donc c'est tout à fait possible. Et là, je reviens de Marseille où j'ai vu différents projets aussi, en plus d'un café populaire où nous échangions aussi sur les propositions politiques et ce que les gens voulaient changer. Et dans les projets que nous avons vus, il y avait à la fois une association d'entraide qui fait des maraudes toutes les semaines, qui montre que dans ces projets d'entraide et associatifs, commence aussi la société d'entraide que nous voulons créer, cette société où chacun reconnaît l'autre comme son semblable, mais aussi un projet de santé communautaire qui a été absolument incroyable dans un quartier populaire des quartiers nord de Marseille, qui s'appelle Château en Santé, et qui montre que là aussi, s'il y a la volonté politique, eh bien, nous pouvons faire en sorte que tout le monde vive dignement dans ce pays. Et je termine juste par vous donner une recommandation, parce que ça fait beaucoup rager les fachos. Et vraiment, je vous invite à le voir parce que c'est très, très instructif. France 2 a diffusé une expérience qui s'appelle « Sommes-nous tous racistes ?» Alors évidemment, ça a fait sauter au plafond les fachos. Mais en fait, c'est basé sur des expériences scientifiques qui ont été faites à plusieurs moments, et donc avec plusieurs participants qui étaient là et qui ne savaient pas que c'était sur la question des biais racistes et de l'automatisme de certains biais qui existent chez chacun d'entre nous, qui pensaient que c'était sur le fonctionnement du cerveau, et donc ils se sont prêtés à un certain nombre d'expériences, et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment édifiant quand on voit les biais qui existent chez les uns et les autres. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que les experts sur le plateau racontent que ce sont les mêmes biais sur lesquels se construisent à la fois le sexisme, mais aussi la grossophobie, etc. Et que donc, ça pose la question de savoir comment ces mécanismes-là peuvent être déconstruits chez chacun et chacune d'entre nous, et notamment sur la question de l'éducation. Je le dis d'autant plus, n'en déplaise à l'extrême droite, que c'était au même moment où cette émission a été diffusée que la Commission nationale consultative des droits humains sortait une vaste enquête sur les biais racistes et les discriminations. Elle montrait notamment que le racisme au quotidien créait des effets délétères sur la santé mentale des personnes, mais avec des mécanismes choquants, par exemple un qu'on appelle le syndrome méditerranéen, qui montrait que dans cette étude-là, par exemple, un homme blanc avait 50% de chances en plus d'être évalué en urgence vitale par rapport à une femme noire, par exemple. Les patients noirs étant souvent soupçonnés d'exagérer leurs symptômes. C'est une des choses qu'il y a dans cette étude, parmi beaucoup d'autres choses. Et donc, je crois que c'est d'utilité publique ce qui a été fait par France 2 avec cette émission. Et je vous invite à la regarder parce que ça interroge sur beaucoup de choses et ça permet là aussi d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait aller vers une société qui, à la fois, rompt avec le patriarcat, mais rompt avec le racisme systémique aussi, qui a été dénoncé maintes fois en France par les institutions internationales. Excellente semaine à vous!